Bienvenue à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud. Vous êtes dans l'émission Afrofoot, comme chaque lundi soir, 20h, sur votre chaîne préférée. Avec moi, 4 chroniqueurs et non des moindres. Je vais commencer par saluer le plus jeune de la bande. Salut Alex. Salut Malik. Bien, ça va? Bah écoute, ça va très bien. Alors ton cash chrono aujourd'hui, tu nous évoques quel sujet? Cash chrono, alors si je me souviens bien, ça va être sur Nice. Ce qui s'est passé à Nice, c'est un peu scandaleux, donc je vais un peu développer tout ça avec les supporters qui ont un peu bousculé les joueurs. Un peu Un peu beaucoup, mais je tease, c'est un petit teasing. Et puis après dans Foot Panorama, une actu très dense, très riche. On va revenir un peu sur le tirage au sort de la Coupe du Monde, on va parler de Steve Mounier, on va parler de beaucoup de choses. A tout de suite. Champion, Lucas, comment vas-tu? Ça va et toi Malik? Bah ça va super bien. Je dirais pas que t'es tout beau, tout ça. Ah bon, c'est la dernière fois que je l'ai dit, aujourd'hui je dirais. Aujourd'hui t'es pas bien coiffé. Ah dommage. Bon, la prochaine fois je ferai un effort alors. Alors on parle de quoi au champion? On va parler des déclarations de Mohamed Salah qui vient quasiment mettre un terme à son aventure à Liverpool. Donc ça a été je crois le choc en Première Ligue et aussi dans toute l'Égypte je pense. Et ensuite on parlera des sélections africaines, celles qui ont le plus de chances d'aller loin pour le mondial. Ah, tout de suite également. Et puis avec nous, elle nous accompagne nos deux amis qui ont l'habitude de venir nous voir sur ce plateau. Armand Ossé, ex-international donc du Gabon. Ça va Armand? Je vais très bien Malik. J'espère que toi aussi. Ben, moi ça va. Un peu fatigué mais ça va. Oui, ça se ressentit tout. Ça se ressent. Salut Julien. Salut Malik. Made in Cameroun. Ça va? Ça va très bien Malik. Éducateur de foot également, du côté du 92. Du FCCF. Tu vas nous aider, on va décrypter un peu tout ce qui se passe au Cameroun, parce que ça ne va pas très bien, n'est-ce pas? Ouais, ça ne va pas. Alors tout de suite et maintenant les amis, on va basculer dans le cash chrono. Alors le cash chrono, on va commencer avec toi mon cher Lucas, on va parler de notre ami Mo Salah. Bah oui, bien sûr, puisque du coup, ce week-end, Liverpool a fait nul 3-3 contre Leeds United. Et pour la 3e fois consécutive, Mohamed Salah n'est pas sorti du banc. Il est resté sur le banc de touche. Et c'est la première fois que ça lui arrive depuis qu'il est à Liverpool. Et donc, il a été interviewé en après-match. Et il y a des déclarations plutôt amères. Je vais vous le citer. Il a commencé par dire « Je ne sais pas pourquoi je suis sur le banc. J'ai l'impression que le club me jette sous le bus. Je crois qu'il est très clair que quelqu'un veut que je sois le bouc émissaire. » Il a commencé comme ça, ensuite il s'en est pris à son coach, Arne Slot. Il a dit « J'ai dit plusieurs fois auparavant que j'avais une bonne relation avec le manager et soudain, nous n'avons plus de relation. Je ne sais pas pourquoi. Il semble que quelqu'un ne veut plus de moi au club. » Donc déjà, il commence à montrer un vrai malaise et c'est pas fini. J'ai tellement fait pour ce club, je veux juste le respect qu'on me doit. Je n'ai pas à aller me battre tous les jours pour mon statut, je l'ai mérité. Les gens diront, il se croit plus grand que le club, je ne suis plus grand que personne, j'ai gagné un statut, c'est le football. Donc là, on voit qu'il accepte mal d'être rétrogradé sur le banc. On va y revenir parce que c'est la fin qui est le pire, à mon sens. Il dit « Je serai en Anfield pour dire au revoir aux supporters avant d'aller à la CAN parce que je ne sais pas ce qui se passera quand j'y serai. » Sous-entendu, est-ce que c'est pas un au revoir aux supporters? À mon sens, il n'y a absolument rien qui va dans cette déclaration de Mohamed Salah et c'est la raison pour laquelle Liverpool l'a exclu du groupe. Donc il ne sera pas demain, mardi, dans le groupe qui affronte l'Inter de Milan en Ligue des Champions. Il a totalement été exclu de la part de son club. Et donc là, en fait, c'est un signal fort qui est envoyé à Mohamed Salah et à ce qu'on peut faire dans une équipe. Déjà, Mohamed Salah, il s'est placé comme un leader, si j'ose dire, négatif. Au lieu de soutenir son équipe qui est dans une passe difficile, qui enchaîne les matchs nuls et les défaites, lui, il passe à son petit cas personnel, je ne joue pas, je suis mécontent, ce qui est un peu indigne d'un capitaine qui ferait passer le collectif avant ses intérêts propres. Il parle de capitaine, il n'est pas capitaine. Il est capitaine de cœur, on va dire. C'est quand même une légende du club. Technique. Et je crois qu'il est vice-capitaine. Mais voilà, un statut, ça se gagne, ça peut aussi se perdre. Mohamed Salah, ça fait quand même 4 mois et demi que la saison a commencé. 4 mois et demi qu'il est plus que médiocre. On est très très loin du rendement de ces dernières années. Et en fait, on comprend pourquoi Arne Slot se met sur le banc. Tous les joueurs offensifs ont été un petit peu sur le banc ou ont moins joué. Lui, c'est la première fois qu'on ose se séparer de lui et ne pas le faire rentrer en jeu ou le mettre titulaire. Et là, il pète totalement un câble. C'est assez incompréhensible. Je trouve qu'également, il ternit son statut de légende parce que Mohamed Salah, c'est quand même une légende incontournable de Liverpool. Et je pense un petit peu à nos compatriotes, à nos amis sénégalais, qui, depuis la petite dispute entre Sadio Mané et Mohamed Salah, disaient que c'était un individualiste qui pensait plus à lui qu'au collectif. Et bien en fait, rien qu'avec ces déclarations... Ça c'est pas nouveau dans le foot. Non, d'accord. Mais avec, on disait que les torts étaient partagés, etc. On a vu Mané plusieurs fois s'énerver quand il ne prenait pas de passe. Là, en fait, c'est ce que disait Mané de lui, mais fois 1000.
Et enfin, je voulais terminer par du coup ce qu'il a dit sur le fait qu'il pourrait partir, parce que c'est lui-même qui l'annonce en le disant ça. C'est une forme de chantage peut-être aussi. Un petit peu, mais peut-être c'est un peu dans le genre demander aux dirigeants entre Slot et moi, il faut choisir. Peut-être que les deux partiront. Moi, c'est ce que je pense à cette heure-ci. Mais en tout cas, pour Mohamed Salah, il y a déjà Al Hilal et plusieurs autres clubs saoudiens qui sont sur le coup. Bien avant même, ça met fort. Bien avant faire, mais encore plus maintenant. Et surtout, bien avant même, et ça revient, Antoine Semenyo, l'excellent ailier ghanéen de Bournemouth, qui fait un très bon début de saison, qui est un peu scruté partout. Et peut-être que Liverpool va se dire que c'est le moment pour le recruter. Armand aussi, tu penses quoi justement de la sortie de Mohamed Salah? C'est une sortie, c'est vrai qu'elle est, elle est très inappropriée pour la légende, comme il le dit très bien Lucas, qu'il est et ce qu'il a accompli à Liverpool. Mais en même temps, je pense que c'est de bonne guerre. Lui, il défend sa place, il défend son statut, mais malheureusement avec la bouche. C'est clair que Mohamed Salah n'est plus au niveau d'antan. Ça, c'est clair. Après, il ne peut retrouver son niveau que s'il joue. Moi, je pense que ce qu'il défend, Mohamed Salah, c'est là où je ne suis pas très, très radical comme Lucas par rapport à sa posture. C'est que dans le foot, il l'a dit, et je suis d'accord avec lui, il a un statut. Il a gagné son statut sur le terrain. Quand il est moins bien, on doit lui donner encore beaucoup plus le crédit parce qu'on sait de quoi il est capable. Donc il faut. Beaucoup de crédit, quand même. Moi, je pense pas. Moi, je pense que. Cela dit, moi, je te laisse terminer. Oui, je vais terminer. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que je ne pense pas. C'est vrai qu'on a donné beaucoup de crédit. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ça peut prendre moins de temps. Ce qu'il aimerait dire ici, on ne peut pas le mettre d'affilée autant de temps sur le banc de touche. Et ça, il le vit mal. On a touché à son orgueil. Mais moi, je pense quelque part, on devrait le manager un peu plus différemment. Mais cela dit, mon cher Alex, même sans Mo Salah sur le terrain, Liverpool, ça ne gagne pas non plus. Hein. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Donc le problème, il est peut-être ailleurs. Mais là où j'étais d'accord avec Lucas en off, c'est que pour regarder quelques matchs de Liverpool, Mohamed Salah, c'était vraiment l'un des pires. L'un des pires. Et donc des fois, de temps en temps, pour avoir un petit déclic, pour avoir un déclic du vestiaire, etc., il faut prendre des décisions fortes. Et je pense que mettre Mohamed Salah sur le banc, qui était fantomatique depuis le début de la saison, c'est pas un scandale. Parce qu'on a attendu août, on a attendu septembre, on a attendu octobre, là, mi-novembre, on le met sur le banc. Pour montrer aussi que Mohamed Salah, il a le droit, il peut aller sur le banc, c'est un joueur comme les autres entre guillemets, parce que je vois pas pourquoi on réserverait indéfiniment un traitement différent pour Mohamed Salah. Donc moi je trouve ça totalement normal en fait de le mettre sur le banc. Tu vois. Autant je disais juste la semaine dernière qu'il y avait des circonstances atténuantes par rapport à ce qui s'est passé cet été avec la disparition de Diogo Jota, etc. Mais c'est un peu pareil pour tout Liverpool en fait. Donc du coup, Mohamed Salah, je trouve ça totalement justifié qu'il est sur le banc. Et sa sortie, elle est pour moi totalement déconnectée en fait. Julien, ton sentiment? Moi, je pense que Mohamed Salah aujourd'hui veut se trouver une porte de sortie. Et il a envie d'aller voir ailleurs. Parce que je pense qu'il en a aussi un peu marre de rester à Liverpool. Et du coup, pour moi, c'est un peu une forme de manipulation où il fait un peu du chantage, mais lui-même intérieurement, il sait qu'il n'a plus sa place à Liverpool, quoi. On poursuit ce cache chrono justement avec toi, mon cher Alex. On parle de Nice cette fois-ci. Yes, écoute, c'est une actu un peu froide, donc je ne vais pas faire très très long non plus parce que ça fait une semaine. Mais je voulais quand même revenir parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler sur ce qui s'est passé la semaine dernière entre Nice. En interne, après la défaite de Lorient, c'était très 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 tendu. Et donc du coup, des supporters en fait de Nice s'en sont pris, si on en croit la version des joueurs, parce qu'il y a plusieurs versions différentes, si on en croit la version des joueurs, donc des principales victimes, s'en sont pris assez violemment aux joueurs de Nice. Donc il y a parmi eux justement il y a Terem Moffi et Jérémy Boga, qui sont placés en arrêt de travail. Donc c'est quand même parce qu'apparemment des coups auraient été échangés. Jonathan Klaus se serait fait aussi cracher dessus, des coups auraient été échangés, etc. Donc c'est vraiment une situation très tendue. Et moi, là où je vais un peu pointer du doigt, c'est déjà les supporters de Nice, c'est un peu inadmissible. Parce que c'est même totalement inadmissible parce que je vois pas dans un seul métier. Dans n'importe quel métier, on peut t'attendre à la sortie parce que tu as fait une mauvaise performance. On peut t'attendre à la sortie pour te frapper. En guet-apens, je trouve ça vraiment honteux. Mais moi, je pointerais du doigt un peu l'absence de... Déjà, la réaction très tardive des dirigeants de Nice, notamment du président, et son absence aussi au moment des faits. Donc c'est quelque chose que je ne comprends pas trop et je trouve qu'il a mis énormément de temps à soutenir son équipe, à faire des communiqués, etc. Et même, sans rentrer trop politiquement, mais le maire de Nice, M. Estrosi,
il est plutôt favorable pour l'instant à croire la version des supporters en disant qu'il n'y a pas eu de coups, etc. Donc je trouve que c'est un peu un scandale parce que tu te places pas en Mais il y a les élections municipales. Il fait de la bientôt. politique. Voilà, évidemment, il fait de la politique, c'est pour ça que je ne veux pas trop rentrer dedans. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est pour revenir un peu plus de manière plus globale. Je n'ai pas de prétention de changer quelque chose, mais le foot, c'est un jeu quand même, c'est un sport. Si les gens ils font une mauvaise performance à un moment donné, c'est pas une raison pour les attendre à la sortie, à les insulter, leur cracher dessus. Je ne sais pas s'il y a eu des insultes racistes, parce qu'il se trouve que 3-4 des joueurs ciblés sont d'origine africaine. Ça a été dit. Hein. Voilà, Les joueurs l'ont dit ça. Voilà, tu vois, ça a été dit. C'est pour ça aussi, notamment, que je voulais en parler là. Mais je trouve ça absolument honteux et c'est extrêmement regrettable. Et j'espère que des sanctions très lourdes seront prises. Alors que la préfecture, pour l'instant, elle est totalement à côté de la plaque, à mon sens. Lucas, rapidement. Non, ce qu'il dit Alex, c'est intéressant parce qu'en fait, le club a d'abord essayé d'euphémiser ce qui s'est passé, dire que c'était pas si grave, qu'il n'y avait pas eu tant de coups que ça, etc. Mais comme les joueurs, effectivement, ont porté plainte et ont été en arrêt de travail et que les autres joueurs sont témoins de ce qui s'est passé, en fait, la version du club, elle a du mal à passer auprès de tout l'effectif. Et en fait, ils ont encore perdu hier 1-0 contre Angers, Nice. On a l'impression de toute façon que le club va exploser là. C'est juste pas possible, la situation est intenable. Là, en gros, ils disent aux joueurs, vous êtes des menteurs, en fait. Oui, c'est ça. Vous êtes des menteurs. Et même l'entraîneur, hein, Franck Hayes, qui veut partir, mais on a l'impression qu'on le retient Tous les jours, il dit quelque chose de malgré différent, sa lui, un volonté. petit peu. Non, mais moi, ça, je je le soutiens. Parce que le gars, il voulait partir, tout le monde le savait qu'il voulait partir, que Oui, mais il y a c'était des très tendu, indemnités, etc. peut-être que le club n'est pas prêt Non, à mais payer ce que je veux aussi. dire, justement, et après cet événement-là, il s'est dit, c'est lui-même qui l'a dit, dans la nuit, j'ai pas réussi à dormir et je me suis dit, je ne peux pas quitter le club maintenant. Et il s'est fait incendier sur les réseaux, même dans certains médias, en disant, c'est honteux, c'est une girouette, il change de discours. Mais moi, je trouve ça totalement normal. C'est pour la raison que Malik évoque, en fait, c'est parce que d'abord, ça a été dit qu'il ne voulait pas démissionner, qu'il voulait se faire virer parce qu'il voulait pas s'asseoir sur les indemnités puisqu'il a un long contrat. C'est par rapport à ça qu'il a été critiqué principalement. Mais sur le fond, je suis d'accord avec toi. Le fait de rester quand le bateau tangue, effectivement, c'est plutôt une preuve de courage de la part de Hayes. On souhaite que cela ne se reproduise sur aucun des terrains, hein, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas justement la place du football, c'est la place nulle part même hein, de ce genre de situation. Également, dans ce Afrofoot, dans quelques instants, on va recevoir un confrère, Saïd El Abadi, l'histoire du football africain. C'est le livre qu'il viendra défendre ici même sur le plateau dans quelques instants. Livre très passionnant. Très très passionnant, une idée cadeau aussi hein, pour les fêtes de fin d'année, pensez-y. L'histoire du football africain, donc racontée par Saïd El Abadi, ça arrive dans quelques instants. Foot Panorama, mon champion. Alex, ce sera juste après ton jingle. Alors, Foot Panorama, tu nous dis quoi, mon cher Alex? Écoute, beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de synthétiser, mais déjà on va commencer par le tirage au sort qui a eu lieu donc, le 5 décembre dernier, vendredi, entre donc, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui avait lieu à Washington. Donc je vais revenir rapidement sur les... T'as pas été d'ailleurs? Tu n'étais pas là-bas? Écoute... Il n'a pas été envoyé spécial. J'aurais même pas adoré, en fait, parce que c'était un peu n'importe quoi, mais franchement... écoute, je vais en parler. Je vais en parler. Et ça m'intéresserait d'ailleurs très rapidement à chaque fois que vous me donniez votre avis, si oui ou non, dans les deux premiers, parce que dans les trois, on va pas tout le temps truc, si dans les deux premiers, les sélections africaines des groupes vont passer selon vous. Donc dans le groupe A, on a le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et une autre équipe à confirmer. Il me semble que c'est donc un barrage intercontinental. Qui va se dérouler, donc on ne sait pas encore quelle équipe c'est. Selon moi, l'Afrique du Sud pourrait être dans les deux premiers. Pour moi, Je suis d'accord avec toi, Alex. On fait pas long là-dessus, les amis. Oui, pas long, parce pas qu'on long. va revenir Elle a ses sur un chances. débat plus profond. C'est un groupe ouvert, c'est un groupe très homogène. Ça marche. Ensuite, donc, on a le groupe C, un groupe intéressant. On a l'Écosse, le Brésil, l'Haïti et le Maroc. Donc on aura un excellent Maroc-Brésil. D'ailleurs, Walid Regragui a déclaré qu'on les appelait les Brésiliens d'Afrique. Qui a dit ça? Ben justement, je me suis posé la question. J'ai entendu pour les Algériens, jamais pour les Marocains. Voilà. Donc écoute, à voir. Bah si. Ah bon? Oui, l'histoire le dit. Ah bon, Les t'es sûr? Brésiliens d'Afrique. Les Marocains? c'est façon, les Ghanéens. d'accord, ok. Saïd El Abadi, notre invité, il viendra confirmer ou infirmer ça dans quelques instants. L'histoire, ce sont Ok. les Ghanéens qui sont considérés comme les Brésiliens. Non, ça c'est au côté Afrique noire. Ça, Au tu- niveau du Nord, Ah oui, ça c'est au niveau de peut-être... l'Afrique. on va pas rentrer dans des Maghreb, conflits comme ça. C'est le Maroc. Bon. Mais en tout cas, voilà. Donc selon moi, le Maroc a largement ses chances. Il doit finir deuxième au minimum. Même Franchement, au peut-être la première place vu le Brésil qu'on a en ce moment. Voilà, donc ensuite on a un groupe très intéressant, Malik, entre l'Allemagne, l'Équateur, la Côte d'Ivoire et le Curaçao. Je trouve que c'est un groupe... Pourquoi très intéressant? Pourquoi très?
C'est très intéressant parce qu'on aura des Quoi, très c'est ton bonnes côté affiches. ivoirien qui te fait Non, dire ça oui, oui. Oh là là. Mais au-delà de ça, non, mais L'orientation, attends, trop moi, fort. je suis 100% objectif, Mali. Mais non, sérieusement, je pense que, parce que là on parle des équipes africaines, je pense que la Côte d'Ivoire a largement ses chances. Et le match contre l'Équateur, selon moi, va être extrêmement décisif. Équateur qui est quand même une équipe surprenante, qui s'est qualifiée très rapidement en Amérique du Sud, donc ça pourrait être un choc très intéressant. Une équipe très difficile à jouer, l'Équateur. C'est vrai. Ça joue en équipe, effectivement. Ça joue en va être équipe. compliqué. Hein. Face à des individualités comme on connaît en Côte d'Ivoire, j'attends de voir ça. Ce sera intéressant. Ensuite, on a donc le Pays-Bas, Tunisie, Japon et une autre équipe à confirmer. En tout cas, les Pays-Bas, Tunisie, Japon, je trouve que c'est un groupe qui est, selon moi, le plus homogène, qui va être assez intéressant à voir. Et la Tunisie, je pense qu'elle a ses chances également. Mais le barragiste, ce sera peut-être la Suède ou la Pologne, donc ça fait un groupe Voilà. encore une fois très homogène et ça peut finir avec plus de matchs nuls que de victoires. Ce sera difficile, mais pas impossible pour la Tunisie. Ensuite, groupe G, on a la Belgique, l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Là, sans trop s'avancer, je pense que la Belgique pourrait quand même terminer dans les deux premiers parce que l'Iran et la Nouvelle-Zélande, c'est en tout cas supposé plus faible. L'Égypte a beaucoup de chances aussi de passer. Ils doivent passer deuxième, absolument, minimum. Est-ce que l'Égypte de 2025, là, On verra la CAN, ça va être un bon indicateur, je pense. Franchement, ça va être un bon indicateur. Et La suite, alors. mettre ça là aussi. La suite, groupe H, Espagne, Uruguay, Cap-Vert, Arabie Saoudite. Je pense que ça va être intéressant. Donc le Cap-Vert, ça va être compliqué, mais ça peut. Ce sera une découverte pour moi. Joker. Je ne Euh, prononce pas. Ouais, mais moi je pense que ça sera quand même un peu de la figuration pour le Cap-Vert. si. L'Arabie Saoudite, Boubista, ça c'est peut un le faire. Franchement, je ne suis pas méchant, J'ai foi en mais pour moi Boubista. c'est un peu de la de toute figuration. façon, c'est le terrain qui va parler, les amis. hein. Il y aura 8 meilleurs troisièmes qualifiés et franchement, ils auraient envoyé à l'Arabie Saoudite le Cap-Vert, non faut pas Mais exagérer. l'Arabie Saoudite a une expérience que le Cap-Vert n'a pas. C'est vrai. Mais le Cap-Vert est en pleine bourre, pas l'Arabie Saoudite. En pleine bourre en Afrique. Non, mais là, la Coupe du Pour Monde, les c'est au mois de juin, qualifications. les amis. Hein. La dynamique Mali, actuelle, oui. on peut la perdre. C'est hein, vrai, d'ici là. t'as raison. Groupe I, France, Norvège, Sénégal et une autre équipe à confirmer. Donc ça, vraisemblablement, ce serait la Bolivie parce Ou que c'est l'Irak. l'équipe ou l'Irak, mais c'est les deux équipes favoris. Mais en tout cas, on a un très intéressant France-Sénégal. Et donc, je vais Un remake. Hein Un remake. un remake de 2002, évidemment. Il y aura plus de Diouf. Hein. Si, il y aura l'arrière-gauche, El Hadj Malik Diouf de West Ham. Pape Gueye, en tout cas, a déclaré que c'était un match qu'il attendait avec impatience et qu'il était évidemment particulièrement touché par ce match. Et je vais en profiter pour parler justement de la déclaration de Lionel Scaloni, l'entraîneur. Non, pas Lionel Scaloni, pardon, Sergio Agüero. La réaction qu'il a faite L'Argentin, ouais. ouais. sur le stream d'un Argentin en disant, pour rigoler, alors qu'il savait très bien la France joue contre qui, et l'Argentin La a réserve, dit contre l'équipe réserve, contre son équipe réserve, en parlant du Sénégal. Et Sergio Agüero a explosé de rire. C'est du racisme très décomplexé quand même. Bah, les Argentins, depuis Mais la ils sont Coupe du Monde habitués. 2022. Ça y va à fond. Mais Malik, si on commence à ouvrir un dossier sur ce pays, Sur les qui va- Ils sont Argentins. habitués, les Ah, bah, Argentins. Après, il Enzo fallait pas envoyer Fernandez, ça, mon etc. cher Alex, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont mais- coutumiers du fait. Hein. Ouais. Non, C'est des sujets qui reviennent. si on commence mais à parler, avec, on va finir en avec truc beaucoup de là-bas. légèreté, ils parlent Il de n'y a, ça que comme eux qui ça, pensent qu'ils ne sont pas racistes. En et plus, il n'y a, hein. pas de sanctions, il n'y a rien qui Mais se en passe. bien sûr, Ils et- récidivent jour après jour en parlant des joueurs africains, des joueurs noirs notamment. Et quand ils en avec, parlent, ils estiment que c'est du folklore et ils ne se remettent jamais en question, donc c'est minable de la part des Argentins. Chez eux, c'est normal. D'être raciste, Déjà, c'est un pays. Quand tu connais l'histoire du pays, Pas tous Bah, ensemble, pas déjà tous dans ensemble, les les amis, pays- pas tous ensemble. Bah, déjà dans les pays, en fait, c'est le seul pays déjà d'Amérique du Sud où tu ne vois pas les Noirs. Parce que s'il faut rentrer dans l'histoire profonde de l'Argentine, ils ont exterminé tous les Noirs déjà là-bas. Exactement, au début du XXe siècle. Voilà, bon, après, on ne va pas politiser dessus. Voilà, on Non, est mais dans le c'est pas cadre des du choses à football. dire, c'est pas des choses à faire, tout simplement. Donc voilà. La suite, mon cher Alex, on la va suite, pas c'est le groupe J. rester longtemps là-dessus. La suite, c'est le groupe J, Autriche, Argentine, Algérie, Jordanie. Et donc, il y aura ce fameux Argentine-Algérie. Et honnêtement, connaissant la fierté algérienne, moi, je mets une pièce sur un résultat de l'Algérie. Donc même Algérie premier possible. Non, sur ce match-là. Ah, donc Argentine, Algérie premier, parce que moi, contre la Jordanie et contre Mais oui, mais l'Autriche, justement, c'est pour ce moi, que ils je veux doivent aussi dire. avoir des L'Algérie, résultats. c'est quand même assez moyen, mais sur un match, ils peuvent, avec l'orgueil, ils peuvent te sortir un énorme match, alors que les autres matchs contre l'Autriche, la Jordanie, tout ça, Ils doivent sortir des poules en tout cas. Mais l'Autriche aussi, hein, il y a un passif. Hein. Si on s'en souvient bien, hein, Coupe du Monde, je crois, Ah, contre l'Algérie, évidemment. 1982 de mémoire. 1982, Oui, en je crois qu'il y Espagne. a un passif où effectivement il y a eu une triche. Allemagne-Autriche. Allemagne-Autriche. où Le match de la honte. Pour, le fameux. match de la honte, pour exactement. éliminer l'Algérie. Voilà, pour éliminer l'Algérie, le fameux match de la honte. Et c'est justement pour ça qu'après, les troisièmes matchs de poule se déroulaient en même temps. En même temps, aux mêmes heures. Ouais. Voilà, aux mêmes heures. Exactement. Groupe L ensuite pour terminer, Croatie, Angleterre, Ghana, Panama, ça va être intéressant. Et à l'image donc de France-Sénégal, je pense que le Ghana attend avec impatience son match contre l'Angleterre, parce qu'on connaît l'historique entre les deux pays. Mais ce sera plus difficile pour le Ghana face. En plus de l'Angleterre, la Croatie, ça reste un groupe assez relevé, donc pas de chance pour les Black Stars.
Surtout qu'ils sont en reconstruction. Ils ont une équipe pas assez. De toutes les façons, on va y revenir dans quelques instants. On va se poser la question dans le face au débat. Quelle équipe africaine peut viser les demi-finales? Ça arrive dans quelques instants. La suite de Foot Panorama, Alex. En restant sur Lionel Scaloni et puis l'Argentine-Algérie, donc Lionel Scaloni a déclaré, je cite, « C'est une bonne équipe avec de grands joueurs, ils ont un vivier de talent impressionnant qui alimente l'équipe de France et d'autres sélections nationales. Je connais le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic, il a été mon coach, j'étais avec lui avant le tirage au sort, etc. etc. » Donc tout ça pour dire, ça a fait un tollé, cette déclaration, parce qu'on a justement parlé de racisme donc d'un peu de racisme décomplexé envers donc, cette sélection algérienne et l'histoire qu'elle peut avoir avec la France, etc. Je ne sais pas trop comment prendre cette déclaration, mais en prenant un peu de hauteur et de recul, je me dis qu'en fait, il a voulu dire que l'Algérie était une nation qui produisait beaucoup de champions, et donc du coup que je suis un peu l'avocat du diable, hein, mais que les joueurs d'origine algérienne, je pense qu'ils faisaient allusion à Benzema, Zidane, etc., et donc qui sont français, sont d'excellents joueurs et donc font partie du vivier algérien. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais je pense que c'est pour ça qu'il a fait cette déclaration. Après, c'est extrêmement maladroit, et vu que c'est des Argentins, encore une fois, ça remet une pièce dans la machine. En fait, on dirait presque une obsession pour les binationaux africains, français. Ensuite, je voulais justement parler rapidement donc, des horaires des matchs, Malik. Parce qu'on sait que France-Sénégal donc, se déroulera à 21h, il me semble. 21h, c'est ça? 21h, heure française, oui, heure française. Alors que Algérie-Argentine, par exemple, c'est à 4h du matin. Et il se trouve que j'ai regardé un peu les horaires des matchs des sélections africaines. La plupart, c'est après minuit. C'est après minuit, et même en Afrique, c'est après minuit. Heure française, heure africaine, c'est toujours après minuit. Donc, encore une fois, c'est assez politique. Mais je trouve ça totalement regrettable qu'en fait, finalement, les Africains, ils devront être devant leur téléviseur après minuit, alors que les sélections européennes et sud-américaines, eux, les horaires, c'est toujours fait à leur faveur. Attends, est-ce qu'on peut faire une digression, Malik, sur ça, justement? Alors, sur en une minute. Le peu de poids de la CAF, parce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, la CAF, là, il y a un vrai problème, puisque il y a déjà les horaires des matchs, et on voit que là, pour la CAN, les joueurs africains qui devaient venir aujourd'hui dans leur sélection ne vont pas y aller. Et du coup, en fait, alors que les équipes africaines avaient des matchs amicaux qui étaient prévus, certains joueurs pourraient être retenus par leur club, l'UEFA l'a accepté. Et en fait, on voit que la CAF, encore une fois, n'est pas montée au créneau, et pour ça, la CAF n'est pas montée au créneau non plus. Donc on peut se demander, en fait, que fait la CAF face aux instances mondiales pour préserver les intérêts du foot africain? Là, c'est une vraie question. La question sachant qu'il y a 54 pays quand même qui votent. Hein. C'est ça. Donc, à un moment donné, tu peux peser, même quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux peser. Mais quand vous regardez, s'il vous plaît, si vous permettez, quand vous regardez les élections de la CAF, qu'est-ce qui s'est passé lors des élections de la CAF? Il y avait plusieurs candidats. Au dernier moment, il y a eu un seul candidat, Motsepe, soutenu par la FIFA. Avant qu'il soit élu, le dernier candidat qui s'opposait à Motsepe, c'était un Sénégalais. Infantino a pris un jet privé pour le Sénégal. Et après, il n'y avait plus... En fait, tout ceci pour dire que la CAF n'est qu'un sujet. Tu ne vas pas empêcher le lobbying quand même. N'est qu'un sujet de la FIFA. Tout à fait d'accord. Dès que la FIFA ouvre la bouche, la CAF suit. Oui, tout à fait. On peut le regretter, Armand. On peut le regretter puisqu'il est là pour défendre les intérêts du football africain. Et il ne le fait pas. Mais il ne peut pas le faire parce que c'est la FIFA qui l'a mis là. Et bien sûr. Justement pour se servir de lui par rapport à ses intérêts. Tout à fait d'accord avec toi. On peut te mettre là, mais tu peux quand même peser d'une certaine façon. Mais il ne va rien dire. Trouver un compromis. Non, il ne dira rien. Antérieurement, je vais aller plus loin. Antérieurement, je te laisse finir. Malik, je vais aller plus loin. Lors de la finale de la CAN, où la Côte d'Ivoire gagne en Côte d'Ivoire, vous avez vu tout face au Nigeria, vous avez vu tout le scénario? Qu'est-ce qu'il faisait là, Infantino? C'est lui qui soulève le trophée, qui revient au président de la CAF. Vous voyez, regardez l'attitude du président Motsepe face à cette situation et au président Infantino. C'est son larmeur, ça c'est clair. C'est très politique. Non, on va pas aller jusque-là. On va pas aller jusque-là. Moi, je m'engage, moi. Que la CAF soit sous tutelle, j'entends, mais Larbin, non, il faut retirer. Je peux retirer. Voilà, il faut retirer. Je retire, mais je reste ferme sur ce que je dis. Mon cher Alex. En tout cas, pour revenir à l'histoire d'horaire d'origine, et donc à ce France-Sénégal, Habib Beye a parlé justement de ce France-Sénégal et je pense qu'on peut l'écouter. C'est, je pense, une grande joie pour mon pays, pour le Sénégal, pour tous les gens qui aiment la France également, parce qu'on a quand même une histoire commune. Et donc, bis repetita, 23 ans après, c'était déjà un magnifique événement en 2002, ça sera un magnifique événement en 2026.
avec le même dénouement. On remercie justement notre ami Ousmane qui nous a adressé cette vidéo. Ousmane, donc notre chroniqueur habituel. La suite, Alex. La suite, c'est la Coupe arabe, Malik. Et il se trouve que la Tunisie est déjà éliminée dès la phase de poule de cette Coupe arabe, derrière la Palestine et la Syrie donc, dans le groupe A. Dans le groupe B, le Maroc est qualifié et les Comores sont déjà éliminés malheureusement. Dans le groupe C, l'Égypte joue sa qualification contre la Jordanie demain. Et dans le groupe D, l'Algérie n'est pas qualifiée mathématiquement, mais en vrai est presque qualifiée officiellement. Et le Soudan est éliminé. Ensuite, Coupe de Turquie. Malik, est-ce que tu sais pourquoi je parle de la Coupe de Turquie ou pas? J'avoue que je ne suis pas beaucoup le championnat turc. Et ben, c'est parce que Steve Mounier, le Béninois, a inscrit un quadruplé. Donc à la 10e, 33e, 38e et 85e minute, Steve Mounier a inscrit un quadruplé. Et donc c'est une très très bonne nouvelle pour les Béninois à quelques semaines avant la CAN. Donc je pense qu'on peut écouter ce qu'a dit notre confrère béninois sur le sujet. Aujourd'hui, on ne connaît pas forcément l'état de forme des Guépards du Bénin, sauf quelques joueurs qui restent des joueurs clés de cette sélection et qui ne vont pas jouer le match d'ouverture de cette sélection face à la RDC. On parle de 5 suspendus. Il y a l'absence du capitaine Steve Mounier qui ne sera pas à l'ouverture. Junior Olaitan également ne sera pas à l'ouverture. Andreas Rontondi qui a retrouvé des matchs en Bundesliga, qui ne sera pas aussi à l'ouverture de cette compétition. C'est des équations à résoudre par le sélectionneur, même si le sélectionneur Garnet Roy a effectué une sortie au cours de laquelle il a rassuré tout le monde. Il a dit qu'il va trouver les pièces de rechange pour trouver les solutions et faire une bonne compétition. Et faire une bonne compétition aujourd'hui passe nécessairement par une victoire, parce que le Bénin, après 4 participations à une compétition, n'a pas encore obtenu une victoire d'étape dans une phase de poule. J'avoue que j'avais pas cette statistique. Hein. Moi non plus. Le Bénin n'avait même pas, n'a pas obtenu ne serait-ce qu'un seul match gagné. Durant ces 4 participations, ce sera la 5e. Ouais, c'est surprenant, mais je pense qu'ils vont mettre fin à cette statistique. Enfin, j'espère pour eux. On leur souhaite. On leur souhaite, ouais. Écoute, c'est fini, Malik. Merci Alex pour ce foot panorama, un foot panorama assez riche, avec des sujets assez difficiles, notamment le sujet sur le racisme. Dans quelques instants, on vous l'a dit, on va recevoir notre ami Saïd El Abadi, auteur donc de l'histoire du football africain. Ça arrive dans quelques instants. Face au débat à présent avec nos amis toujours présents autour de la table, et on accueille notre ami Saïd El Abadi. Salut Saïd. Salut Saïd, pardon. Ça va? Salut Malik, salut à tous. Très bien, je suis content d'être là, donc merci beaucoup pour l'invitation. Alors ton livre, c'est l'histoire du football africain, paru il y a quelques jours seulement aux éditions Face Cachée. Pourquoi justement avoir envie d'écrire ce livre? Pourquoi? C'est la grande question. Déjà, la première chose, c'est l'envie de partager. L'envie de partager et de transmettre. Parce que c'est tout simplement l'histoire qu'on ne connaît pas vraiment. Beaucoup la connaissent, vous la connaissez sûrement autour de la table parce que vous êtes des spécialistes. Mais c'est vrai que beaucoup ne connaissent pas l'histoire du continent à travers le football. Et je trouve ça dommageable. À l'instant T, c'est bien de connaître les joueurs actuels et c'est tout à fait normal, mais on a tendance, surtout la jeune génération, à oublier les anciens. Et je trouve ça dommage. Et j'avais l'envie en fait de rappeler qu'il y avait des choses auparavant. Et aussi, c'était aussi l'occasion, parce qu'en faisant mes propres recherches, c'était l'occasion de plonger dans l'histoire même de l'Afrique. Parce que quand on plonge dans l'histoire du football africain, en fait, on se rend compte qu'on plonge dans l'histoire politique, géographique, historique et plein de choses. Et donc, en fait, tout ça se retrouve dans ces 224 pages. On va y revenir dans quelques instants, justement, en long, en large et même en travers, n'est-ce pas? À présent, les amis, on va basculer dans le débat qui nous attend également. Tirage au sort du Mondial 2026. Quelle équipe africaine peut viser les demi-finales? Ça tombe bien, le Maroc, dont tu es originaire, s'était donc qualifié pour les demi-finales lors du dernier mondial. 9 nations africaines sont déjà qualifiées pour la Coupe du Monde 2026. Et si la RDC gagne son barrage intercontinental, l'Afrique pourrait être représentée donc par 10 équipes, les amis. Maintenant que les poules sont connues, les sélections affichent leurs ambitions. À l'image du Maroc, je l'ai dit tantôt, demi-finaliste en 2022. Plusieurs équipes du continent arrivent donc déterminées, prêtes à surprendre et à franchir donc un nouveau cap. Certains objectifs sont annoncés clairement, d'autres restent secrets, mais toutes
rêve de marquer l'histoire. Alors, pour ce mondial 2026, une question, les amis, s'impose d'ores et déjà. Quelles nations africaines peuvent réellement viser les demi-finales? Je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai mis ça au pluriel. Donc, est-ce que vous pensez, on va commencer par toi, Julien, parmi les 9 nations déjà qualifiées, quelle équipe peut, pour toi, aller jusqu'aux demi-finales? Je pense que l'Afrique du Sud et le Maroc peuvent faire de très bonnes performances pendant cette Coupe du Monde. Mais ça ne sera pas facile parce que les pays africains seront attendus de pied ferme. Parce que au vu des performances que le Maroc a réalisées à la dernière Coupe du Monde, et maintenant beaucoup de pays dans cette Coupe du Monde se sont rendus compte que les pays africains ne viennent plus en forme de tourisme ou juste venir faire de la figuration. Donc du coup, moi je me dis que ça ne sera pas facile, mais je reste quand même optimiste. Et je mise beaucoup sur l'Afrique du Sud et le Maroc. Armand? Moi, je pense que 54 pays, ça fait beaucoup. L'Afrique a toujours ses chances. Et pour moi, il y a 2 équipes africaines qui... Tu as dit 54 pays? 48. Non, c'est 48 pays, autant pour non, moi. je pensais que tu parlais du nombre de pays du continent. Le continent, c'est 54 États africains, 48 pour la Coupe du Monde et 10 représentants africains. Parmi les 10 représentants africains, on en a 2 qui... 9 pour l'instant, sûr. J'espère, 10, parce que je suis persuadé que la RDC va passer. Je le souhaite pour eux. Et ce que je disais, c'est qu'on a 2 équipes qui sortent du lot en Afrique, qui sont des références pour moi aujourd'hui, c'est le Maroc et le Sénégal. Moi, je mise sur eux, tout en sachant que ça ne va pas être facile du tout. Lucas? Alors moi, tu sais, j'ai fait un petit calcul. Donc j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient très compliquées. Ça fait beaucoup de calculs de probabilité, hein. Ouais, effectivement. Donc, en fait, c'est très compliqué pour cette Coupe du Monde parce que déjà, comme on le dit, il y a des barrages intercontinentaux, donc on n'a pas toutes les équipes qualifiées. Et après, avec ces meilleurs troisièmes, sachant qui est meilleur troisième ou pas, tu peux être dans une partie de tableau ou une autre. Donc en fait, c'est très compliqué selon les meilleurs troisièmes et quel meilleur troisième tu finis pour savoir qui tu joueras. Moi, je vais un peu aller dans le sens d'Armand. Le Maroc, pour moi, même si ce sera compliqué, puisque le Maroc, s'ils finissent 2e, ils pourraient jouer les Pays-Bas en 16e. Même l'Italie, si elle se qualifie en 8e, puis la France ou l'Allemagne en quart, ça c'est assez certain que ce sera une de ces 2 équipes. Enfin, pas certain, mais voilà, ça peut être assez probable que ce sera une de ces équipes. Donc le Maroc, après, ils nous ont montré à la dernière Coupe du Monde qu'ils avaient peur de rien en battant le Portugal et l'Espagne dans des matchs absolument magnifiques, mais ça peut être compliqué. Là où moi, je trouve ça intéressant, c'est que s'ils finissent 2e, la Côte d'Ivoire et le Sénégal se rencontrent en 16e. Et ensuite, le vainqueur pourrait rencontrer le Brésil en 8e, l'Angleterre en quart, puis l'Argentine en demi. Donc pour ça... L'Argentine, ça commence à être compliqué. Mais pour moi, l'Angleterre et même le Brésil, il n'y a rien d'impossible pour ces équipes. Je pense que le Sénégal et la Côte d'Ivoire peuvent venir avec beaucoup d'ambition à cette Coupe du Monde. Pas venir en touriste comme on l'a dit. Donc moi, c'est les 3 équipes que j'aimerais mettre en avant. Saïd? Moi, je suis un peu d'accord avec tout le monde, mais il y a un élément qu'on a oublié de préciser, c'est que 48 équipes, donc un match en plus. Et ça aussi, ça a son importance parce que ça va être très compliqué. Quand on rajoute un match en plus, les organismes en fin de saison, et etc., les voyages aussi. Et le voyage, ça va être compliqué. Décalage horaire aussi. Décalage horaire. On a aux États-Unis, on va pas parler du Mexique et du Canada, mais aux États-Unis déjà. Les températures aussi. Voilà, quand on joue sur la côte ouest, ça va être très compliqué avec la chaleur. Quand je vous parle même pas du Texas, quand on va jouer, ça va être compliqué. Par contre, côté est, ça va être plus sympa, déjà au niveau des températures, Boston, New York, etc. C'est Miami au sud, c'est aussi compliqué. plus compliqué. Donc c'est vrai. Mais donc il y aura cet aimant-là. Mais je pense que, Julien l'a très bien souligné, c'est les équipes africaines vont être attendues. Et c'est ça maintenant, il n'y aura plus cet aspect de surprise. Avant, c'était l'aspect folklorique, c'était sympa, une équipe africaine. En vrai de vrai, on sait très bien, ça nous regardait par-dessus la jambe et ça disait « Oh, c'est sympa, ça fera un petit... » C'est comme le petit poussé en Coupe de France, ça fera un petit parcours, c'est sympa. Maintenant, ils savent que maintenant, quand un pays africain vient en Coupe du Monde, c'est pour gagner. Vous parlez de demi-finale, moi j'ose dire maintenant, et c'est ce que je rappelle dans le livre, c'est justement... Quand on va en Coupe du Monde maintenant, c'est que les pays africains doivent se dire, évidemment, peut-être pas le Cap-Vert, c'est leur première, mais on doit se dire, on va aller le plus loin possible. Pas de demi-finale, on va aller le plus loin possible. On veut gagner, on veut plus faire de la représentation. Et c'est ça, l'équipe qui réussira à gérer cette pression, à être bon tactiquement et à gérer évidemment aussi tout ce qui est difficulté au niveau logistique, etc., qui pourra aller au bout et qui pourra regarder les autres équipes dans les yeux. Donc je dirais, si je devais aller me mouiller, évidemment, Maroc est très attendu. Sénégal peut faire une très belle performance. N'oublions pas l'Algérie, parce que l'Algérie, si elle met un petit coup à l'Argentine dans le premier match, ça peut vite les lancer. Mais même si tout à l'heure, on parlait de l'Autriche qui pourrait faire attention. Mais voilà. Et j'oublie pas la Côte d'Ivoire.
Je voulais juste dire un mot sur l'Algérie, justement, parce que qui finissent premier ou deuxième, ils seraient probablement face à l'Espagne ou l'Uruguay. Donc ça resterait un gros morceau. Mais s'ils arrivent à quitter les 16e, ce match en plus dont tu parlais, après le tableau s'ouvre, ça pourrait être du coup la Croatie, peut-être la Belgique, donc beaucoup moins difficile. Donc en fait, l'Algérie, ils ont un parcours assez difficile en début de compétition. Et en fait, ils ont un tableau qui pourrait s'ouvrir si jamais eux se qualifient. Donc peut-être une pièce sur l'Algérie qui pourrait être un invité surprise en demi-finale, pourquoi pas. Mais justement, Lucas, toi, tu as travaillé davantage sur les probabilités. On va laisser la forme et tout ça des équipes. Quelle sélection potentiellement a plus de chances de rencontrer des équipes entre guillemets, on va dire plus ou moins faciles? Malheureusement, c'est les équipes qui sont un peu moins attendues. C'est-à-dire la Tunisie. Ils auront peut-être le Brésil en 16e. La Tunisie, ça performe, ça fait pas beaucoup de bruit, mais non, c'est très solide. Lors des éliminatoires, c'est très solide. C'est que but encaissé. Même le match amical face au Brésil, il y a eu du répondant. J'allais y venir, et pas de défaite en plus pendant ces éliminatoires à la Coupe du Monde. Donc effectivement, la Tunisie, c'est très sérieux, avec un effectif très homogène, pas forcément de stars, mais c'est très très solide. Ça pourrait jouer le Brésil en 16e, mais derrière, ça peut jouer le vainqueur de Côte d'Ivoire-Sénégal en 8e. Donc pareil, une équipe africaine pourrait se jouer. Mais en fait, c'est surtout l'Égypte qui a des bonnes chances de se qualifier s'il trouve peut-être le Paraguay en 16e, donc c'est vraiment prenable. Et après, l'Espagne en 8e, la Belgique en quart, donc voilà. Saïd, justement, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose sur l'Égypte. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous cité l'Égypte, alors tu viens de le citer à merveille, mais l'Égypte, en fait, c'est impressionnant parce qu'il y a un blocage en Coupe du Monde. En fait, c'est la première équipe qui a disputé une Coupe du Monde dans l'histoire, c'est l'équipe qui a le plus de CAN dans l'histoire. Mais par contre, en Coupe du Monde, ça n'existe pas. Il y a un blocage de la part de l'Égypte en Coupe du Monde. Donc, en fait, on ne sait pas les situer. Est-ce qu'ils vont réussir? Alors, il y a Marmouche, Salah qui sont attendus, évidemment. Salah, ça sera sûrement sa dernière Coupe du Monde. Mais en fait, l'Égypte, moi, j'arrive pas du tout à les situer sur une Coupe du Monde. Je ne sais pas s'ils vont être capables de passer même la phase de poule, ou d'aller en 16e, ou d'aller le plus loin possible. C'est très étrange, cette équipe en Coupe du Monde. On se l'a dit, l'Égypte est dans le groupe G, avec la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Ça devrait quand même être possible, les amis. Non. Très décevant. Moi, je pense que par rapport aux probabilités, je veux dire, moi je pars du principe que les probabilités, on va dire, c'est bon, d'accord? Mais on est en Coupe du Monde. On est en Coupe du Monde. Tout à l'heure, on parlait de l'aspect mental. Parce que Saïd a parlé beaucoup de cet aspect. Il faut mettre beaucoup plus l'aspect psychologique et mental. La capacité à se hisser à la hauteur de l'événement. Et quand on a cette capacité-là, et que derrière, on est bien structuré, cette capacité psychologique aussi, c'est aussi ses antécédents. Ce que le Maroc a aujourd'hui, ce que le Cameroun a eu longtemps. On a bien vu que qui n'a pas réussi à conserver, on va dire, le Cameroun, mais le Sénégal est dans la bonne dynamique. Donc mentalement, ils sont prêts. Pour moi, les probabilités en Coupe du Monde, ce sont des probabilités. Pour moi, c'est le terrain qui compte. Je pense qu'aujourd'hui, l'expérience aujourd'hui nous montre que tout le monde peut. Tout le monde peut, tout le monde doit s'y mettre mentalement. Les probabilités sont toujours très importantes, mais c'est celui qui en veut et qui est bien organisé, qui va le plus loin possible. Merci Armand. Justement, la Coupe du Monde, ça arrive jusqu'au mois de juin prochain. On aura le temps justement de faire beaucoup de débats ici, les amis. Par contre, il y a une compétition qui arrive dans quelques jours seulement, le 21 décembre prochain, du côté du Maroc. Et justement, on ouvre le foot à plat avec ce sujet. Alors les amis, le foot à plat, on va se poser la question parce qu'il se passe de drôles de choses du côté du Cameroun, mon cher Julien. Tu vas nous éclaircir un peu sur le sujet. Donc depuis lundi dernier, le 1er décembre dernier, donc au lendemain donc de la réélection de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, un séisme s'est abattu sur le Cameroun. Il a donc chassé notre ami Marc Brice et il a nommé un nouveau sélectionneur, donc David Pagou. David Pagou, qui ne connaît pas, qui n'a pas une expérience internationale, qui a entraîné assez régulièrement sur le plan local. Alors aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est de savoir si le Cameroun n'est pas en train de partir tout simplement vers un fiasco. Parce que changer son entraîneur comme ça, écarter des joueurs cadres, écarter son gardien, Onana, bien qu'il ait fait des matchs difficiles à Manchester United, aujourd'hui est en train de se retrouver du côté de la Turquie, l'écarter. Est-ce qu'il y a meilleur que lui aujourd'hui? Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors déjà, je vais brosser un peu de manière globale la situation du Cameroun. Depuis l'élection de Samuel Eto'o fils, le Cameroun tourne vraiment dans une spirale très très négative. Et je pense aujourd'hui que l'éviction de Marc Brice n'est pas arrivée dans le bon timing. Parce qu'en fait, je pense qu'on aurait pu laisser Marc Brice quand même
finir sa CAN et après maintenant Eto'o aurait entériné si il change de sélectionneur ou pas. Bon, après, quand on se focalise un peu sur la personnalité d'Eto'o, c'est quelqu'un qui a un caractère très très fort. Et aujourd'hui, il a nommé David Pagou. Ce n'est pas parce que David Pagou, il mérite. Parce qu'en fait, il a envie de contrôler toute la sélection. C'est-à-dire, il veut contrôler l'aspect technique. La composition des équipes. Voilà, exactement. La composition des équipes. Et du coup, il est dans une démarche conflictuelle. Par exemple, là, on se rend compte qu'on n'a pas convoqué André Onana, voilà, qui est un leader dans l'équipe. Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, Franz Zambo-Anguissa. Alors moi, Zambo-Anguissa, il est blessé, non? Oui, il est blessé. Voilà, mais je pense que ça, c'est les leaders quand même s'il n'était pas blessé, il n'aurait pas pu être convoqué parce qu'ils sont dans une démarche très très conflictuelle avec Eto'o en ce moment. Donc en fait, comme je vous dis, Eto'o aujourd'hui, il a envie de contrôler tout le vestiaire. Voilà, et c'est lui qui fait d'ailleurs toutes les listes de l'équipe nationale. Et vous allez remarquer, depuis qu'il est venu à l'Africa Foot, le Cameroun n'arrive plus à performer. C'est-à-dire des sélections des jeunes jusqu'aux seniors, rien ne marche plus au Cameroun. Donc pour toi, la faute incombe à Samuel Eto'o? Oui. Armand? J'ai une lecture totalement opposée à mon ami, parce que ce qu'il dit, c'est fondamentalement, on va dire, ça c'est un autre aspect. Moi, je ne m'inscris pas d'abord dans cet aspect-là, de la gouvernance. Et aujourd'hui, il n'est pas question de gouvernance. La problématique du football camerounais, c'est là où on en est. C'est une situation, un conflit ouvert qui dure depuis des semaines et des semaines et des semaines et qui ne se termine pas. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme ça. Il faut rentrer vraiment en profondeur pour comprendre ce qui se passe. J'ai pris le temps quand même, parce que ça fait partie d'un dossier que je travaille dessus depuis un moment donné, pour me rendre compte de ce qui se passe au Cameroun, en fait. Il faut que les gens... Et moi, je suis sérieux parce que les gens mélangent tout. Et je pense que c'est une volonté politique que tout le monde mélange tout. D'accord? C'est pas ça. Est-ce que... La question, c'est que... qui doit diriger le football? La véritable question. Le président de la fédération, Merci. Eto'o, et pas le ministère des C'est Sports. pas le ministère des Sports. La première des choses, c'est ça. D'accord. Qui est dans son couloir, qui n'est pas dans son couloir. Donc, je veux aller plus loin. En 2014, il y a par un décret présidentiel, le Cameroun, par un décret présidentiel, avait fixé les normes, en donnant la légitimité à la fédération de diriger le football sur le plan administratif, sportif, en nommant l'entraîneur, en désignant l'entraîneur, en désignant le coordonnateur et en nommant tout l'effectif qui accompagne l'équipe nationale. Une convention, un an après, vient revoir ce décret présidentiel. C'est des individus, même si sous le couvert de la fédération de l'État, ont pondu une convention qui va à l'encontre de ce qui a été mis. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de contrôler un totem national. Dans ce totem, on va dire, ce label qui est Lion Indoptable, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas claires. Donc il y a une volonté politique de contrôler de certains individus qui veulent contrôler cette équipe nationale. D'où va le problème avec l'article 9 qui... Allons à l'essentiel. À l'essentiel, c'est cet article 9... Est-ce que le Cameroun va vers un chaos? Non, justement, je reviens. Parce que ce qu'il dit, il faut rebondir sur ce qu'il dit pour pouvoir étayer, pour qu'on comprenne. Où je veux en venir, ça veut dire que, pour moi, le véritable problème du Cameroun, c'est clair qu'ils sont déjà dans le chaos, ils ne vont pas dans le chaos, ils y sont. Le Cameroun, c'est quand même une Coupe du Monde à 48 équipes sans le Cameroun, ils sont dans le fiasco. La CAN, elle a remporté au moins 5 fois, cette fois-ci, elle va pas forcément favori. Le Cameroun a toujours été favori, donc ils sont dans le fiasco. Donc aujourd'hui, il faut éclairer les gens par rapport On est déjà dans le fiasco. Depuis. Oui, Et il faut éclairer les gens sur la situation réelle. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? C'est une question d'ego de deux personnes, entre deux personnalités, une étatique et une au niveau qui, par contre, qui est dans son rôle. Exactement. Donc si on veut aujourd'hui critiquer Samuel Eto'o, il faudra le critiquer sur la gouvernance. Et là, on n'est plus sur la gouvernance, on est dans l'ingérence que la FIFA dénonce. C'est pour cette raison que je dis, je ne veux pas le contrer, c'est pas la question. La question est que Samuel Eto'o est dans son rôle, on l'empêche de faire son rôle, et ça donne le fiasco aujourd'hui qu'on observe. Saïd, tes impressions? En fait, moi, ce que je trouve dommageable pour le Cameroun, c'est que faire du changement
en mettant de côté les anciens. Ça se fait dans tous les pays. Sauf que là, malheureusement, je parle pas de Zambo-Anguissa qui est blessé, mais Aboubacar, etc. Onana, si on veut faire du changement, c'est normal. Logiquement, toutes les sélections le font. Mais là, malheureusement, ça se fait, comme tu le dis très bien, dans le chaos. C'est la question qui se pose. Dans le chaos, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de statut dans cette fédération et avec le gouvernement. Normalement, oui, on doit faire en sorte que Samuel Eto'o doit travailler. Mais en même temps, il a des bâtons dans les roues, apparemment, avec le ministère. Donc déjà, si intérieurement, on n'arrive pas à régler ces problèmes-là, on restera dans le chaos. Et ce qui est dommageable avec tout ça, c'est qu'il n'y a pas que la sélection A, en fait, qui en pâtit. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé justement sur le sujet, mais c'est que chez les plus jeunes, maintenant, on voit aussi ces problèmes-là. C'est-à-dire que le fait d'entrer dans une routine chaotique, eh ben, en fait, le temps continue d'avancer. Et au Cameroun, le temps continue d'avancer, mais à reculons. Pourquoi? Parce que les sélections A va mal, mais du coup, derrière, ça va aussi très mal chez les jeunes. Les jeunes ne performent plus dans les catégories U17, les catégories U20, etc., etc. Donc, ce qui fait que là, on est en train de prendre énormément de retard au Cameroun pour des problèmes d'ego. Si on arrive à remettre enfin faire de table rase de tous ces problèmes-là, le Cameroun pourra repartir vers l'avant et ça ira. Mais tant qu'il y a une guerre d'ego, eh ben, on sera dans le chaos. Lucas, tu penses la même chose? Moi, je suis totalement d'accord avec Armand. On l'a dit ici, la situation ne pouvait pas continuer. Il y a encore quelques semaines, on avait encore l'adjoint Mununga qui se faisait évincer de la feuille de match avant chaque rencontre. C'était pas possible que ça continue ainsi. Le chaos est déjà arrivé. Avec l'élimination pour la Coupe du Monde, c'est arrivé. Ça faisait quasiment 2 ans, je crois, qu'il y avait une feuille de match différente pour les rencontres et après celle qu'il y avait tout au long de l'année. Ça ne peut pas continuer ainsi. Donc je pense qu'on est déjà dans le chaos et qu'en fait c'est même peut-être la meilleure nouvelle qui pouvait arriver au Cameroun. Enfin, la fédération retrouve son rôle. Eto'o, on peut en penser ce qu'on veut, on peut penser qu'il prend trop de place, qu'il donne trop de directives, mais encore une fois, c'est lui qui doit diriger la fédération. Donc là, il a mis un entraîneur en place. On verra si c'est un changement positif, si le Cameroun arrive à mieux performer. Mais en tout cas, pour une fois, enfin, il a les mains libres et il pourra travailler. Parce que pour moi, jusque-là, on ne pouvait pas le juger parce qu'il ne pouvait pas travailler. Le ministère des Sports faisait de l'ingérence dans tout ce qu'il faisait. Et du coup, il était totalement pieds et poings liés, si j'ose dire. Et en plus, ce qu'il faisait de mettre l'adjoint de côté, c'était la seule façon qu'il avait de peser. Donc tout était déstabilisation, tout n'était que chaos. Là, enfin, on a une situation qui se normalise à peu près avec un président de la fédération qui choisit son entraîneur. Bon, on verra ce que ça donne. Mais pour moi, je ne pense pas que la situation... Je vais te couper un peu, excuse-moi. Pour moi, c'est le début des améliorations. Non, moi, je ne pense pas que cette situation-là, elle va s'améliorer. Non. Ça pouvait être pire que sous Marc Brice? Non. Parce qu'en fait, est-ce que l'entraîneur qui Eto'o a nommé, est-ce qu'il pourra travailler de manière autonome? Mais ça, après, non, ça on verra. Ça, on le verra. Voilà. Non, parce qu'on connaît très bien Eto'o. Éventuellement. Voilà. Là, pour l'instant, je pense qu'il faut lui accorder quand même le bénéfice. Non, moi, je ne pense pas. Parce que même sous l'aide de Rigobertson, je peux vous dire que Rigobertson, il n'était pas complètement autonome. Hein. Voilà. Eto'o avait le contrôle, surtout même au niveau de la liste des joueurs. Rigobertson, sur la liste des joueurs. Armand, Rigobertson qui a fait une sortie là même assez récente, une sortie dans laquelle il disait qu'il était disponible justement pour à nouveau prêter ses services à la sélection camerounaise notamment. C'était une parenthèse. Mais Malik, en fait ça c'est l'état d'esprit du Cameroun. On a un problème, on met les problèmes dans les problèmes. C'est le Cameroun. Ce que je veux dire, il faut que je réponde à mon ami, c'est que ce qu'il dit, c'est pourquoi je dis il y a plusieurs choses. Il faut restituer chaque chose dans son contexte. Et on ponctue là-dessus. Hein. Voilà, dans son contexte. Le contexte est quoi? Et le suivant, il fallait absolument que la fédération retrouve son autonomie. Tu as parlé de liste. Est-ce que tu sais que la liste s'est complétée au niveau du ministère? Est-ce que tu sais, il y a une vidéo qui a fuité, il y a des audios qui ont fuité de Marc Brice qui explique que Vincent Aboubacar, il n'avait plus le niveau. Mais il était là parce qu'il fallait qu'il batte le record de Samuel Eto'o. Est-ce que tu savais que toutes les personnes qui ont empêché, est-ce que les joueurs de football doivent prendre position quand il y a des conflits? Je te pose la question. André Onana, il n'est pas là parce qu'il n'est pas le meilleur. Parce que vous vous rappelez la fronde des joueurs à travers un communiqué pondu par le ministère, lu par le capitaine Aboubacar. C'était un conflit ouvert, c'est-à-dire que des joueurs avaient pris parti. Et David Pagou, le nouveau sélectionneur, il était quoi avant?
il n'était pas le joueur, l'adjoint, un des adjoints que Samuel Eto'o avait commis de fils. tout à fait. Donc il était dans la maison. Il était dans la maison. Donc, après, c'est une continuité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est simplement pour t'expliquer que non, il faut simplement mettre chaque chose dans son couloir. Aujourd'hui, il était important pour la fédération de dire c'est moi, c'est mon rôle. Voilà ce que je décide. Je vais mettre de côté pour servir d'exemple aussi. Certains joueurs, même s'ils sont les plus forts, on l'a vu en Coupe du Monde 90 avec Joseph-Antoine Bell, qui était le titulaire, gardien titulaire, et par comment dirais-je, une mauvaise conduite, on l'a évincé. Personne, il l'a dit, personne n'est irremplaçable. Et donc moi je pense qu'il a simplement l'autorité de la fédération. Moi je ne suis pas partisan de Samuel Eto'o. Moi j'essaye de lire le droit par rapport à ce qui se passe et la réalité. Donc chacun doit rester dans son couloir, chacun doit vaquer à ses prérogatives. Les prérogatives du ministère des Sports camerounais n'est pas de venir gérer les affaires internes d'une association, fédération autonome. Merci les amis. Là-dessus, on a interrogé un de nos confrères justement qui se trouve du côté du Cameroun, Lawrence Nkede, qui nous donne quelques éléments de réponse. Bien, absence de Onana, de Zambo Anguissa, de Michael Ngade, de Vincent Boubacar, de Jackson Tchatchoua, ce sont des cadres de l'équipe qui ont été tout simplement écartés de la liste du nouvel entraîneur David Pago pour cette compétition, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut comprendre que pour le cas de Zambo Anguissa, il a été tout simplement blessé, donc indisponible pour pouvoir jouer à la CAN. Mais pour tout le reste, on le sait, ça fait partie de la guerre qui secoue la Fédération camerounaise de football contre le ministère du Sport, une guerre qui dure depuis la nomination de Marc Brice à la tête de Lions Indomptables par le ministère du Sport sans l'aval de la Fédération camerounaise de football. Donc je crois que la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, était en mal depuis un certain temps, mais le président Samuel Eto'o attendait sa réélection pour pouvoir avoir les pleins pouvoirs afin de réagir. Et une fois réélu, 24 heures seulement après avoir été réélu, il a nettoyé complètement, il a balayé les grosses têtes, les cadres de la sélection nationale, ceux qui faisaient ombrage. Bah, on l'a entendu, hein, c'est exactement ce qu'on disait, hein, les amis. Hein, je pense que c'est un peu logique aussi, quelque part. Si Samuel Eto'o décide de travailler selon les idées qu'il a, il est bien obligé de faire table rase et de travailler avec des personnes qu'il aura, lui, choisies. Dernier mot sur ce très sujet. rapidement, et on a beaucoup parlé des absents, de Aboubacar et compagnie, mais on ne parle pas des nouveaux. On parlait de Kofané qui performe avec le Bayer Leverkusen, qui était de façon absolument incompréhensible boycotté par la sélection. On pensait notamment que c'était pour sa proximité avec Samuel Eto'o. Et bien là, il a été appelé. Donc on verra au moins la nouvelle génération ce qu'elle a dans le ventre. Et on va laisser les nouveaux travailler et on verra s'ils font mieux que les anciens. Merci Lucas. À présent, on va tout de suite basculer dans le face-à-face. Le face-à-face avec notre ami Saïd El Abadi. On va parler justement de son ouvrage « L'histoire du football africain ». Encore une fois, un ouvrage à offrir. Hein. C'est bientôt les fêtes de Noël. Allez-y, hein, courez, offrez ce livre à vos amis, à votre époux, à votre frangin, tout simplement à votre collègue aussi, pourquoi pas. Hein, Lucas, tu aurais pu m'offrir ce livre, hein, tout ça. Je vais l'offrir. C'est vrai. J'en aurais deux pour le coup. Je veux m'en procurer. Oh, bah, c'est bien alors. Tu as déjà un client là, mon cher Saïd. Alors Saïd, histoire du football africain, on l'a dit, hein, tu as eu envie d'écrire ce livre tout simplement parce que tu voulais apporter de l'info, tout simplement. Dans ce livre, hein, sans tout divulgacher comme ça, comment le football est arrivé en Afrique ? C'est très simple. En fait, il est arrivé par les colons à l'époque. En fait, moi, j'intitule ce premier chapitre par « Dans les valises des colons ». C'est simple, c'est arrivé avec les Anglais à l'époque, l'Empire britannique, notamment en Afrique du Sud et au Nigeria, par les ports. Alors, ils ont commencé avec le rugby, évidemment, et le cricket à l'époque, mais dès que le football est né en Angleterre, comme on sait qu'il est né en Angleterre, et forcément, ils avaient leur loisir. Et les Anglais qui arrivaient sur le continent l'ont ramené vers les années 1850, 1860, et c'est comme ça que le football a vu le jour en Afrique. Combien de temps t'as pris pour écrire ce livre? Parce que, je l'avoue, hein, c'est une vraie bible, hein, beaucoup d'infos là-dedans. Certaines, je les connaissais, d'autres pas. Et puis, je me suis souvenu aussi de pas mal d'infos que j'avais zappées.
Alors, ce football africain aujourd'hui, qu'est-ce qu'il apporte au continent? Déjà, ça me fait super plaisir parce que toi qui es connaisseur, que tu me dises que tu as appris des choses ou qu'il y a des choses qui te sont revenues, c'est l'idée. C'est l'idée de ce livre parce que j'ai envie justement que les gens réapprennent l'histoire du continent et réapprennent l'histoire du football et se rappellent de ces choses-là. Donc, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'apporte le football en Afrique? Déjà, ça apporte de la joie. Ça apporte des débats comme on a pu le voir aujourd'hui. Et en fait, ça s'est façonné aussi parallèlement avec son histoire, l'histoire du continent. C'est pour ça que c'est assez intéressant. C'est pas, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas que l'histoire du football africain, c'est aussi l'histoire du continent. Parce que parallèlement, quand le football il est arrivé, c'était avec les colonies. Il s'est développé avec l'indépendance de certains pays. Il a permis à certains pays de réclamer leur indépendance. Petit à petit, avec la création de la CAF notamment, le mouvement panafricanisme. Quand on adhérait à la CAF à l'époque, c'était aussi pour permettre d'avoir une sélection et de disputer les grandes compétitions. Quand on a une grande compétition, on est libre. Donc du coup, on peut réclamer son indépendance. Au fur et à mesure, voilà, il y a un parallèle qui est fait entre l'histoire du continent lui-même et l'histoire du football africain. Justement, ce football africain, au niveau des sélections nationales, sont davantage regardés, davantage vus. Au niveau des clubs, beaucoup moins, notamment en Afrique subsaharienne. Là-dessus, est-ce que tu as la réponse? Justement, en fait, on parlait tout à l'heure de la CAF par rapport à la FIFA. Aussi, c'est à la CAF de travailler justement sur ça. Moi, toutes les personnalités que j'ai eues localement, que ce soit en Afrique du Sud, Nigeria, enfin tous les pays africains, j'en ai fait pas mal. Et du coup, j'en ai eu pas mal au téléphone. Et ils ont tous la même voix, ils portent tous la même voix, c'est-à-dire qu'il est temps que la CAF... Oui, les sélections, c'est bien, évidemment, c'est porteur, mais il faut aussi que les championnats nationaux et la compétition, à savoir la Ligue des Champions, il y a la Coupe de la CAF également, mais la Ligue des Champions, il faut qu'elle soit mise plus en valeur que ce qu'elle n'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Ligue des Champions, moi je regarde certains matchs, évidemment, parce que je suis fan, mais tout le monde ne la regarde pas. Pourquoi? Parce que déjà, on ne connaît pas le calendrier. En fait, quand le calendrier il est fait, parfois il est fait 2 jours à l'avance, et parfois on a des dates, on ne sait même pas quand. La Ligue des Champions européenne, vous savez que le mardi et le mercredi, ce sont les dates officielles. Nous, en Afrique, on a tendance à jouer parfois un mercredi, parfois un samedi. C'est du bricolage. Donc, il faut que la CAF travaille cette communication autour de sa compétition, autour de ses championnats locaux. Alors, je dis la CAF, mais il y a aussi les fédérations locales qui doivent travailler pour qu'on travaille mieux et qu'on mette mieux en valeur, justement, ce football pour qu'il puisse être regardé au moins déjà continentalement, même nationalement, parce que on a souvent tendance, et en Afrique on le sait, à aimer regarder l'Europe, parce que ce sont des compétitions agréables, mais aussi il faut qu'on ait envie de regarder, que les jeunes aient envie de regarder leur propre championnat. Donc il faut développer, il faut mettre financièrement de l'argent, il faut aller mettre de l'argent dans les infrastructures et dans la réalisation au niveau des télévisions. Exactement. Quand vous regardez un match de foot et que c'est bien réalisé, vous avez envie de le regarder. Quand c'est mal réalisé, vous vous dites ah, l'image elle n'est pas très belle, je vais aller regarder l'Europe. Est-ce que le football africain a un style particulier? Alors, il y a si oui, est-ce qu'il existe encore? Il y a eu un cliché pendant des années, c'était le football africain, c'est physique et ça ne savait pas défendre. Vous savez tous, c'était les entraîneurs européens. C'était les Européens qui disaient ça et on ramenait les fameux sorciers blancs. Louis Sagnol. Voilà, exactement. Sauf que le football africain, tactiquement et techniquement, depuis les années 80, on va dire, même un peu avant, parce qu'il y avait quand même les léopards du Zaïre à l'époque, qui avaient une très belle équipe dans les années 60, fin des années 60 et début des années 70. Ça joue toujours au football. Il y a un petit côté tactiquement intéressant, c'est-à-dire qu'on sait défendre, on sait apporter offensivement quelque chose, et on a un petit côté que les autres pays n'ont pas. Alors, on va dire que les Brésiliens l'ont, Brésiliens algériens ou Brésiliens marocains, petit clin d'œil à mon ami par rapport à tout à l'heure, mais le football africain a ce côté, comment dire, parfois. Voilà, c'est-à-dire que parfois il est intenable et on n'est pas capable de le lire. C'est-à-dire qu'une équipe imprévisible, merci, c'est le mot que je cherchais, imprévisible, et c'est ça qui est beau. C'est pour ça que parfois les équipes européennes ou américaines, sud-américaines affrontent des équipes africaines, elles ne savent pas forcément comment les jauger et les juger, parce que parfois il y a ce petit côté qui fait la différence. Et c'est ça qui est agréable. C'est que l'Afrique a su prendre d'elle-même, mais elle a su prendre aussi des Européens et un peu des Sud-Américains. Et c'est ça qui a été façonné. Et aujourd'hui, alors j'avais le cliché tout à l'heure, mais aujourd'hui on se rend compte que les sélections africaines, quand elles jouent, elles sont très fortes tactiquement et techniquement. Et c'est ça qui est agréable. C'est qu'il n'y a plus ce fameux cliché de « ça ne sait plus défendre » où les équipes maghrébines ne jouent qu'en dribblant et ne lâchent pas la balle. Non, maintenant, c'est purement techniquement
agréable à regarder jouer. Très rigoureux. Le Wydad de Casablanca, justement, un des plus vieux clubs de ce continent, et du Maroc notamment, continue de performer et continue aussi sa longévité. C'est quoi le secret ? Si ça peut justement aider certains pays de l'Afrique noire, si j'ose dire. Il y en a quelques-uns en Afrique noire. Je vais prendre l'exemple du TP Mazembe ou de l'AS On en est Vita le descendant aussi. Ça a été professionnalisé. Le voilà. secret, c'est cela. C'est ça, C'est-à-dire que le Wydad, c'est la structuration, l'organisation professionnelle. Exactement. Depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ils étaient en avance. Et aujourd'hui, l'exemple du puissant Mazembe, c'est un peu la même logique. Ils ont des infrastructures, ils ont un président qui met de l'argent. Ils vont chercher des joueurs partout en Afrique qui performent, qui sont bons, qui fait que le résultat, il est là. Mais pourquoi les autres n'arrivent pas à le faire ? Est-ce que c'est uniquement une question d'argent ? Non, parce qu'on parlait tout à l'heure de gestion. Par exemple, quand on parlait de la fédération camerounaise, etc., c'est que parfois, il y a des mauvaises gestions. Il n'y a pas l'envie de mettre l'argent, pas l'envie de créer une formation. Il y a des clubs, comme la SEC Mimosa en Côte d'Ivoire, qui forment très très bien ces jeunes. L'idée de la SEC Mimosa, c'est on va former des jeunes. Il y a des clubs qui ont tout compris. On va former des joueurs et on va faire en sorte que ces jeunes percent au haut niveau, jouent avec nous et ensuite partent à l'étranger. Il y a des idées, il y a des très bonnes idées. Le Génération Foot du Sénégal, c'est exactement ça. Paradou en Algérie l'a fait pendant un moment et continue à le faire, même s'il faut encore un peu plus d'argent. Des clubs le font très bien. Et d'autres clubs décident de rester plus professionnels en mettant de l'argent, en ayant des présidents qui ont énormément d'argent, comme le Wydad Casablanca, ou par exemple... puissant Mazembe. Et on peut prendre les Sud-Africains, j'allais le dire, bien joué, et l'Égypte, on parlait d'Al-Ahly et Zamalek, mais aujourd'hui, c'est Pyramids qui a de l'argent et qui ramène les meilleurs joueurs. On va citer par exemple le meilleur joueur congolais, qui a été élu récemment. Donc voilà, il y a des clubs comme ça, comme le Wydad Casablanca, qui ont justement des gestionnaires avec beaucoup d'argent et qui ont aussi cette popularité qui leur permet de surfer sur l'idée que ça reste des très grands clubs, donc on va mettre de l'argent. Et c'est pour ça que le Wydad a réussi à ramener Nourdine Amrabat et Hakim Ziyech. Bon, même s'il n'a pas encore joué, on verra le niveau qu'il aura, mais ça leur permet justement de continuer à rester des grands clubs historiques au haut niveau. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des plus jeunes, justement, pour les inspirer de jeunes footballeurs ? Moi, je leur dis déjà de regarder le football africain. On ne le regarde pas assez. Et je trouve ça dommageable. Justement, et de ne pas regarder que les sélections. Allez voir ce qui se fait en Afrique. Vous allez être subjugués. On parlait de l'Afrique du Sud. Le niveau des clubs en Afrique du Sud est impressionnant. L'Égypte. Alors la Tunisie, malheureusement, c'est un peu moins. On parlait de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Ça se développe de plus en plus. La RDC, c'est agréable. Il y a de très belles équipes et il y a de très bons formateurs. Parce qu'on parle souvent des joueurs et des clubs, mais on ne parle pas assez de ce qui se passe au niveau de la DTN, Direction Technique Nationale, de certains pays qui travaillent énormément bien chez les jeunes. Tout à l'heure, quand je parlais du problème du Cameroun en disant que les jeunes ne travaillent pas bien, enfin, on ne travaille pas bien sur les jeunes parce que, justement, à cause des conflits. Allez voir au Mali comment ça travaille super bien. Allez voir au Maroc, évidemment. Je ne voulais pas forcément citer que le Maroc, évidemment. Le Maroc, c'est la référence. L'expansion la plus impressionnante à l'heure actuelle. C'est la référence. Depuis 10 ans, c'est le plus impressionnant au niveau de l'expansion. Mais c'est vrai que le Maroc doit continuer. Et l'idée du Maroc, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont l'air d'avoir enfin compris, et tant mieux parce que... Ils ont la vision. Moi, ça fait un moment que je souffre en supporter du Maroc. J'ai jamais connu de CAN remporté. À 76, je n'étais pas encore né. Donc, il y a l'envie de travailler, il y a cette envie-là. Et le Maroc a décidé aussi de mettre l'accent sur son africanité depuis pas mal d'années. Et l'idée de former et d'aider l'Afrique. Et ça, c'est une très bonne chose, enfin. Parce que pendant un moment, il ne faut pas se leurrer, c'était on travaille nous-mêmes, on fait ce qu'on veut, le Nord, le Sud, etc. Il y avait des clans et ça ne travaillait pas ensemble. Là, maintenant, ça travaille enfin ensemble. Donc le Maroc doit continuer à être cette locomotive pour les voisins, pour le Sud, pour le Nord, etc. Pour que l'Afrique aille le plus haut possible et qu'on parlait tout à l'heure, aille chercher cette Coupe du Monde. Dernière question, mon cher Saïd El Abadi, en l'histoire du football africain. Pardon, c'est trop passionnant, je suis désolé. Caché. 3 raisons justement pour se procurer ce livre. Alors, vous allez en apprendre sur vous-même et sur votre histoire. Première chose. Vous allez être prêt pour la Coupe d'Afrique et pour la Coupe du Monde. Et la deuxième chose, vous allez lire. Lire un livre, ça fait du bien. On va réapprendre à lire. Réapprendre à lire. On a oublié ça. Exactement. J'espère que je l'ai bien vendu. Merci beaucoup, Saïd El Abadi. Moi, j'achète. Je suis convaincu. L'histoire du football africain, tu as déjà justement un acheteur potentiel sur ta gauche. Notre ami Armand Ossé. Merci, Armand. Et si je pouvais rajouter, parce que on parlait de bouquins, hier j'étais à la dédicace d'un bouquin aussi sur l'ancien lion indomptable, André Kanabiik. C'était ma mission, écrit par un ami à moi.
Ghana, qui s'appelle Hervé Kouamo. Ça mérite aussi de le dire. Pourquoi pas l'inviter ici pour qu'il présente aussi son livre. Donc, je fais cette introduction, tu m'as tendu la perche, je l'ai saisi. Et c'est pour ça qu'on va l'inviter. N'est-ce pas? Grâce à toi, tu vois, grâce à toi. Merci Armand d'être passé encore une fois dans Afrofoot. Lucas, merci beaucoup, mon champion Julien. Merci. Hein, et la force, hein, ça va aller côté Cameroun, d'accord? Hein? Tout à fait. La CAN va bien se passer. Mais oui, ça va mieux se Je ne passer. pense pas. Hein. On a connu des équipes pas très fortes du Cameroun qui ont réussi à gagner la CAN malgré tout. Je ne pense pas. On Pour s'est moi, bien de 2017. oui. Personne ne les voit. Pour moi, franchement, donc tout est possible. tant Saïd El que Abadi. toi est là, je ne pense pas. Hein, son Merci bilan est beaucoup. négatif. Non, voilà. c'est pas une question de personne. Hein. C'est une équipe, c'est un ensemble. C'est une structure. Hein, c'est une structure complète qu'il va falloir Les Lions ne meurent pas. professionnaliser davantage. Merci beaucoup Saïd El Abadi. à vous, merci Et à puis encore une fois, hein, l'histoire du football africain, allez-y vous le procurer et offrez-le justement à tous ceux qui sont fans de foot et même ceux qui ne sont pas fans de foot. Qui sait, ça peut survenir. Merci d'avoir été des nôtres. On remercie toute la réalisation et toute la direction de Global Africa Télé Sud. Salut.